Alors Florent, merci beaucoup d'être avec nous pour cette, interview, pour cette édition 2024 des EGC. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, ce que fait ton studio, Ouais. et rapidement un peu ton parcours? Ben, je m'appelle Florent Morin, du coup. J'ai une formation de journaliste à la base. Je travaillais en tant que journaliste jeunesse pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'ai créé The Pixel Hunt, qui est un studio qui fait ce qu'on appelle des jeux du réel. Donc des jeux qui essaient de divertir, c'est des jeux vidéo, mais qui essaient aussi de parler un peu du monde qui nous entoure et de faire peut-être réfléchir les joueuses et les joueurs un petit peu à différents sujets, à différentes thématiques. Évidemment, c'est pas innocent, ça vient de ma formation journalistique, mais il se trouve qu'avec le temps, on s'éloigne de plus en plus de problématiques d'actualité, et on est de plus en plus sur des choses un peu plus générales. Voilà, notre dernier jeu, The Wreck, par exemple, il était plus sur des questions un peu métaphysiques, et voilà, c'est ce qu'on fait. Et du coup, comment ce bagage, journalistique influence, ton rapport aux jeux vidéo et du coup, dans ton studio exactement? C'est marrant parce que on en parlait pas plus tard que hier avec une amie développeuse, et on discutait de comment est-ce que il est nécessaire quand on commence à écrire une histoire, parce que donc les jeux de The Pixel sont des jeux très narratifs, comment il est nécessaire de d'abord se documenter énormément. Moi, c'est un réflexe que j'ai acquis dans mes études. Je me pose même pas la question, en fait. Je commence pas à écrire sans avoir lu quelques bouquins, écouté des documentaires, éventuellement fait des interviews, posé des questions aux personnes qui peuvent être directement concernées, etc. Et c'est quelque chose que je faisais naturellement. Et je me rendais pas compte qu'en fait, c'était pas une démarche qui était forcément évidente pour tout le monde, et que particulièrement quand tu es dans le milieu du jeu vidéo et que tu n'as connu que ce milieu-là, et donc pas le milieu du journalisme par exemple, t'as pas forcément ces réflexes d'aller chercher de l'information et d'aller un petit peu manipuler le réel. Donc je pense que ça c'est une de nos spécificités, et je pense qu'on n'est pas les seuls, loin de là, à avoir ce réflexe-là. Mais moi très clairement, si je travaille comme ça, c'est parce que bah, j'ai appris comme ça à l'école, et que voilà, je l'ai juste translaté de l'activité de journaliste à l'activité de narrative designer, directeur créatif, enfin, peu importe comment on va appeler ça. Et justement, du coup, ton studio a sorti Entièrement mon amour en 2017, Ouais. du coup qui, conte le périple d'une migrante syrienne à travers une application de messagerie instantanée. Mhm. Du coup, de ce qu'on a pu lire, il y a un gros travail documentaire derrière et surtout, de personnes qui ont vécu, qui ont vécu cette expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pardon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait? Quels ont été les choix par rapport à ce processus, documentaire? En fait, il y a deux choses différentes. D'abord, Pierre Corbinet, qui est l'auteur à 80% du jeu. Moi, j'ai écrit genre 20%, et lui a écrit 80%. Pierre et moi, on a commencé par se documenter dans l'absolu. Donc, on a fait ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire lu des articles, regardé des documentaires, lu des interviews, parlé avec des gens à droite et à gauche qui étaient installés aujourd'hui en France, mais qui avaient fui la Syrie, par exemple, pour avoir une perception générale du sujet. Et ça a été jusqu'à lire des livres qui étaient plus sur la culture syrienne, par exemple, et pas uniquement sur la question des migrations internationales forcées. Ça, c'est une première partie. Mais ça n'aurait probablement pas été suffisant, parce que ni Pierre ni moi ne sommes des réfugiés, ni Pierre ni moi ne sommes syriens. Et il y a eu un moment où on s'est dit, c'est obligatoire de toute façon de trouver une personne dont ça a été l'expérience vécue, et qui pourra nous aider à écrire ça de manière convaincante et juste. C'est comme ça qu'on est tombé sur Dana. Dana, c'est une jeune fille syrienne qui est... Alors maintenant, elle a une trentaine d'années, maintenant elle est un peu plus vieille, mais à l'époque, elle avait 25 ans, et on l'a découverte via un article du Monde.fr qui s'appelait Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp. Et donc moi, je connaissais un peu des gens au Monde.fr, j'ai contacté la journaliste, et à travers elle, on a pu contacter Dana. Et Dana, elle a été hyper vite très enthousiaste à l'idée de nous aider. Elle nous a dit, moi, les jeux vidéo, c'est pas mon truc, donc je vais pas écrire le truc à votre place. Par contre, je suis disponible complètement pour, un, vous raconter mon histoire, et deux, relire ce que vous écrirez, et vous donner un petit peu un retour sur comment est-ce que je le sens. Et ce qui était intéressant, c'est que Dana, elle a une idée, enfin une identité propre. Elle a sa mère est une militante communiste révolutionnaire. Elle est athée, ce qui est relativement rare en Syrie. Elle a tout un tas d'éléments culturels qui sont hyper spécifiques, qui font que c'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les gens qui sont
partis de Syrie et qui ont fui le régime d'Assad, mais qu'au contraire, elle a des spécificités hyper précises. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans les moments de documentation, c'est qu'il me semble que c'est de détails très spécifiques que va émerger le sentiment de réalisme et l'intérêt d'un récit particulier. Et que tu peux parler d'une histoire très large, l'émigration internationale forcée, dans lesquelles, dans l'histoire notamment Mon Amour, on n'a pas que ce qui est arrivé à Dana, on a des choses qui viennent de plein d'expériences qu'on a lues et dont on s'est documenté. Mais la raison pour laquelle, à mon avis, le jeu fonctionne pas trop mal, c'est qu'il est aussi nourri d'une singularité super spécifique, et ça, c'est quelque chose dont moi je suis assez content, quoi. Et vous avez aussi fait le choix de limiter l'interactivité dans le jeu, c'est-à-dire on parle avec Dana et on a des choix de texte. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que ça a été un choix assez logique ou est-ce que vous en avez discuté en amont? Alors, juste un petit détail, en fait, on parle pas avec Dana, justement, on parle avec Nour, parce que Nour, c'est le personnage du jeu, et c'est un Pardon. personnage de... Non, mais je précise juste parce que c'est un personnage de fiction, et c'est important, en fait. C'est pas l'histoire de Dana faite en jeu. En fait, Dana nous a été hyper utile pour toute la partie écriture, et aussi pour construire le personnage de Nour, mais ce qui arrive à Nour, c'est des histoires qui sont arrivées à plein de gens différents, donc c'est vraiment un personnage de fiction. Et oui, il y a une partie de la façon dont le jeu a été conçu qui s'est faite complètement, de manière complètement empirique. On s'est pas trop posé de questions, on s'est dit, on le sent comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que si on avait volontairement limité le gameplay, entre guillemets, c'est parce que ce qu'on racontait, c'était une histoire de l'impuissance, en fait. Ce qu'on racontait, ce qui nous intéressait particulièrement dans raconter l'histoire de Dana et des autres personnes qui, comme ça, ont eu des liens à distance avec leur famille alors qu'ils et elles étaient en train de fuir leur pays, c'était comment est-ce que les personnes qui étaient soit déjà dans des pays européens, soit qui étaient restées en Syrie, et qui tenaient à ces personnes migrantes, pouvaient s'inquiéter, pouvaient essayer de les aider, pouvaient aller sur Facebook, trouver des informations sur le passeur à Izmir, etc. Mais ne pouvaient pas faire grand-chose de plus, en fait. Et devaient à un moment accepter que il n'était pas sur le terrain, il n'était pas face à la réalité de la migration, et à un moment, tout ce qu'il pouvait faire, c'était croiser les doigts et espérer que les choses se passent bien. Et nous, le moment dans Ta maman l'amour où tu ranges ton téléphone dans ta poche, et où tu n'as plus qu'à attendre d'avoir des nouvelles de Nour, en gros, c'est l'équivalent gameplay de ce sentiment d'impuissance et de relatif fatalisme qui nous semblait émerger de beaucoup des témoignages qu'on avait recueillis et qui nous semblait aussi qu'il nous semblait important de faire comprendre aux gens comme toi et moi qui ne sont pas dans ces situations-là et qui peuvent les voir à travers le prisme déformant des médias, mais pas forcément à travers la réalité telle qu'elle est vécue sur le terrain. D'accord. Et pour ce jeu, vous avez été en collaboration avec Arte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait? Est-ce que c'est Arte qui est venu vers vous pour ce jeu? Et non, c'est pas Arte qui est venu vers nous, et même au départ, il voulait pas, il voulait pas qu'on travaille ensemble. En fait, moi, quand j'étais journaliste, j'ai travaillé un petit peu avec la branche audiovisuelle d'Arte. Et donc, quand j'ai créé The Pixel Hunt, je me suis dit, ça peut être un partenaire intéressant. Et d'ailleurs, on a travaillé, moi, on faisait de la prestation pour des sociétés de production audiovisuelle qui elles-mêmes travaillaient pour Arte. Donc, je connaissais déjà l'équipe d'Arte, et quand on a commencé à monter le projet Enterrement Mon Amour, évidemment, naturellement, je suis allé les voir et je leur ai dit, voilà, on a ce projet, et est-ce que ça vous intéresserait d'entrer en coproduction avec nous? Parce que The Pixel Hunt a des moyens ridicules. On peut arriver à faire le jeu tout seul dans notre coin, grâce notamment à l'aide du fonds d'aide aux jeux vidéo qu'on avait obtenu, mais il sera vraiment à minima, alors que si vous rentrez en coproduction avec nous, on pourra avoir un projet d'une ampleur un peu plus intéressante. Et sur le papier, ils n'étaient pas convaincus. Ils trouvaient que on aurait forcément du mal à trouver la bonne distance, qu'on serait soit dans le voyeurisme, soit dans quelque chose d'hyper robotique et mécanique, et qui au contraire déshumaniserait beaucoup les personnes dont on parle. Bref, ils n'étaient pas, voilà, ils étaient pas partants. Mais ils ont quand même dit, enfin, ceci dit, si vous faites un prototype, envoyez-le nous, et puis on y jouera et on verra ce qu'on en pense. Et donc on a fait ce prototype avec l'équipe, et on a mis 3 mois à faire vraiment une toute première version du jeu, qui s'arrêtait relativement rapidement.
Et heureusement, en jouant à ce prototype, ils se sont dit non, en fait, la distance que vous trouvez, elle est intéressante. Il nous semble que on peut s'associer à ce projet-là parce que la démarche nous semble bonne, quoi, par rapport à la délicatesse qui est nécessaire pour traiter ce genre de sujet-là. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on est rentré en coproduction avec eux. Et après, ça a été très simple. C'est quand même, on a quand même eu une grande liberté créative. Il y a eu des choses sur lesquelles Arte était très exigeant. Par exemple, ils voulaient absolument avoir une version allemande. Comme c'est une chaîne du service public, ils voulaient qu'il y ait aussi une version du jeu qui soit une version gratuite, qui soit accessible à tout le monde. Voilà, ils avaient quelques impératifs comme ça. Et puis, ils ont donné aussi quelques retours sur la narration, les événements, ce qui se passait dans le jeu. Mais globalement, on a été quand même très libre de pouvoir emmener le projet là où on avait dit qu'on voulait l'emmener au départ, quoi, de notre collaboration. Et on a été très contents de cette collaboration. Du coup, après, on a retravaillé ensemble 2 autres fois, donc j'aime bien travailler avec Arte. Justement, je voulais parler dernièrement, The Pixelon, vous avez sorti Inua, donc qui apparaît comme beaucoup plus ludique et interactif qu'Enterrement mon amour. Est-ce que tu peux nous parler un peu, encore une fois, du travail de documentation qu'il y a eu en amont du jeu? Alors, Inua, c'est un projet un petit peu particulier, c'est que c'est une coproduction avec Arte, certes, mais aussi avec ICO, qui est une société qui, à la base, fait de l'audiovisuel, et que ce projet vient à la base de ICO. Igal, qui est le boss de ICO, a été approché par un couple d'auteurs, Nathalie Frassoni et Frédéric Bouvier, qui étaient très intéressés, enfin, qui avaient une histoire qui les obsédait un peu. Ça faisait très longtemps qu'ils travaillaient sur cette histoire, ils voulaient en faire un film. Donc au départ, ils ont essayé d'en faire un film ensemble, ce qui s'est avéré très compliqué parce que financièrement, c'était très dur à monter. Puis ils l'ont fait évoluer vers quelque chose de plus interactif. Et c'est là qu'Igal est venu me chercher en me disant, voilà, nous, on n'a pas les compétences pour faire un jeu vidéo, est-ce que ça t'intéresse de t'associer en coproduction pour qu'on fasse quelque chose qui aille plus du côté du jeu vidéo. Puis au final, on est vraiment allé beaucoup plus du côté du jeu vidéo que ce qu'on pensait. Initialement, on voulait faire un film interactif. Finalement, on est parti vraiment en mode full jeu vidéo. Mais là, pour le coup, la responsabilité éditoriale, elle est vraiment du côté de Nat et Fred, qui sont les auteurs de l'histoire. Et eux, ils ont passé pas mal de temps aussi, pareil, à se documenter. Ils sont journalistes aussi à la base, documentaristes. Donc pas mal de documentation écrite, pas mal d'interviews avec ce qu'on appelle des elders. Donc les elders, c'est des figures un petit peu patriarcales et matriarcales de la société inuite. Ils ont appris des bases d'Inuktitut pour pouvoir parler avec les Inuits. Et donc il y a vraiment eu toute cette dimension. On essaie de se pencher sur la culture dont on va parler. Mais il faut savoir que Inua, malgré les apparences, c'est d'abord un jeu qui parle d'Européens qui vont se perdre dans le Grand Nord canadien. Puisque ça parle d'une expédition, l'expédition Franklin, qui part d'Angleterre en 1848 et qui va chercher le passage du Nord-Ouest, donc il va essayer de passer en bateau au nord du Canada pour rejoindre l'océan Pacifique plus rapidement qu'en faisant tout le tour par le sud, parce qu'à l'époque, le canal de Panama n'existe pas encore. Et ces marins se sont perdus, et on ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux. On a seulement retrouvé les épaves des bateaux en 2014 et en 2016. Et donc, ce qui les intéressait, Nat et Fred, c'est de dire qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette rencontre entre des Occidentaux qui arrivent dans un territoire dont ils pensent pouvoir le maîtriser, parce que la dimension colonialiste est évidente, quoi. On arrive en territoire conquis, nous on a nos bateaux, on est la marine anglaise, on est les plus forts, on explore et rien ne nous résiste. Et qu'est-ce qui se passe dans leur rencontre avec les Inuits? Car on a quelques preuves qu'en fait, il y a eu une rencontre avec des Inuits de cette expédition. Et comment est-ce que les choses se déroulent? Et en l'occurrence, comment elles finissent? Spoiler, pas très bien. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que Nat et Fred, évidemment, ils sont beaucoup documentés sur la culture inuite, mais l'idée, c'était pas de raconter un jeu chez les Inuits autour d'une cosmogonie uniquement inuite. L'idée, c'était vraiment de dire qu'est-ce qui se passe quand il y a un clash entre la position occidentale de conquête et un pays, une culture, une cosmogonie qui est complètement inconnue à cette population-là qui arrive un petit peu en terrain conquis. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut éventuellement tirer des leçons de cette rencontre? Au départ, c'était vraiment ça le projet. Et ça, je trouvais ça très,
très intéressant. Donc on l'a vraiment développé et c'est devenu ouais, Inua. D'accord, merci beaucoup. Et on voit quand même que c'est des choix forts que vous faites, dans le studio par rapport à vos jeux, que ce soit en termes de thèmes, en termes de travail, de documentation en amont. Est-ce que du coup ça a un impact, financier, c'est-à-dire dans la réception financière? C'est-à-dire, est-ce que c'est facile après pour, rebondir et relancer d'autres projets? Non, c'est vraiment pas facile du tout. Non, Enterrement Mon Amour, c'est un projet qui est sorti en 2017 et on a on a fini de rembourser l'investissement qu'on avait fait dessus il y a 1 an et demi à peu près. Donc grosso modo, c'était pas du tout un projet qui était rentable pour The Pixel Hunt. Inua non plus. The Wreck, qui est sorti plus récemment, le sera peut-être un jour dans un futur un peu lointain. Et c'est sûr que quand on fait des projets comme ça, c'est pas l'attraction de la rentabilité économique qui va convaincre des partenaires de faire de rentrer en partenariat avec nous, quoi. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on travaille avec Arte, c'est que il y a une dimension service public culturel qui est intéressante pour nous parce que on sait très bien que nos jeux ont pas des potentiels de rentabilité de zinzin. Et je crois que ce qu'on leur apporte, c'est une proposition qui revendique clairement le jeu vidéo comme objet culturel, un peu plus que comme pur objet de divertissement. Même si, soyons quand même clairs, Arte, ils sont hyper pour le fait de dire non mais le jeu vidéo c'est une pratique en tant que telle, et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de nécessité nécessairement pour chacun des projets sur lesquels on va coproduire d'avoir des ambitions un peu intello, un peu culturalo, etc. Machin. Il se trouve que nous, on les a, ces ambitions-là, et c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire tout le temps, mais que nous, on a envie d'explorer. Et que, du coup, grâce à Arte, on a pu le faire sur 2 des projets qu'on a pu mener à bien. On a aussi, sur The Wreck, eu un partenaire qui est complètement privé, en la personne, entre guillemets, morale de Kowloon Knights, qui est un fonds d'investissement. Et là, pour le coup, Kowloon, je crois que ce qui les intéressait, c'était de dire, on a un portfolio, dans ce portfolio, on a des jeux qui sont des purs jeux vidéo de divertissement, qui vont hyper bien marcher, qui sont hyper chatoyants, qui proposent des trucs de ouf en termes de gameplay, mais on a aussi envie d'avoir un certain équilibre dans notre portfolio, et pourquoi pas avoir un jeu qui va tenter d'explorer des territoires qui sont rarement explorés dans le jeu vidéo, parce qu'on veut aussi participer à peut-être proposer des choses un petit peu nouvelles dans ce que peut être le jeu vidéo. En l'occurrence, ils savaient très bien que c'est pas avec The Wreck qu'ils allaient atteindre leur objectif de rentabilité pour leurs actionnaires, quoi. Mais ils ont fait ce calcul de dire si on signe 5 jeux qui ont un gros potentiel commercial, peut-être qu'on peut signer un jeu qui a un potentiel commercial beaucoup plus bas, mais qui a un potentiel de proposer quelque chose d'un petit peu différent et peut-être d'intéressant parce que parce qu'on l'a pas trop vu avant, quoi. The Wreck, c'est quand même un jeu qui parle de thématiques qui sont très peu explorées dans le jeu vidéo. Et je pense que Alexis Garavarian, qui est le boss de Kowloon Knights, je pense que c'est pour ça, et uniquement pour ça, qu'il a été partant pour coproduire pour financer The Wreck avec nous. Justement, du coup, est-ce que tu peux nous parler de The Wreck, rapidement? Et The Wreck, c'est le dernier jeu en date de The Pixel Hunt, et c'est un jeu qui parle d'une jeune femme qui a 35 ans et qui est vraiment au fond du trou, quoi. Elle a une vie qui est extrêmement compliquée, une relation avec sa mère qui est extrêmement compliquée, et il se trouve qu'au début du jeu, on apprend que sa mère a été admise aux urgences, car elle a fait un accident vasculaire cérébral. Et donc Junon, l'héroïne, va être mise face à la responsabilité de devoir un peu décider de ce qui va arriver à sa mère. Est-ce qu'il va y avoir de l'acharnement thérapeutique ou pas, etc. Elle n'était pas au courant, sa mère a pris des dispositions sans lui en parler, et évidemment, au départ, elle n'est pas du tout capable de faire face à cette situation. Et donc tout le jeu, ça va être des allers-retours entre ce moment qu'on appelle le last day, donc le jour où elle va devoir un petit peu décider de ce qu'il advient de sa mère, et des souvenirs dans lesquels
il va falloir un peu creuser, enquêter pour comprendre comment est-ce qu'elles en sont arrivées là et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Junon jusqu'à maintenant pour qu'elle soit dans une situation aussi compliquée. Parce qu'on sent dès le début du jeu que le dossier est assez lourd. Et donc, c'est vraiment un jeu qui explore... c'est un jeu qui pourrait être classé dans la catégorie un peu drama au cinéma, quoi. Finalement, c'est des questions qui sont très explorées dans la littérature, dans le cinéma, même dans le roman graphique, etc. Des questions un peu de qu'est-ce que ça veut dire aimer, qu'est-ce que ça veut dire pardonner, qu'est-ce que ça veut dire être capable de se remettre d'événements dramatiques. C'est des choses qui sont au cœur de la condition humaine et qui sont explorées dans tous les arts. Et un peu moins dans le jeu vidéo que dans les autres. Et donc, nous, ça nous intéressait pas mal de se poser cette question de qu'est-ce que ça donnerait dans la forme vidéoludique avec ses spécificités. Qu'est-ce que ça donnerait d'essayer de déplier une histoire comme celle-là et d'en explorer un petit peu les recoins. C'est comme ça que The Wreck est né. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que du coup, tu l'évoquais avant, est-ce que tu as vu une différence dans votre façon de travailler quand, par exemple, votre partenaire est une institution publique et un partenaire privé? Non, il se trouve que dans les deux cas, on a eu une très grande liberté. Même peut-être avec Kowloon, encore plus de liberté que ce qu'on a pu avoir avec Arte. Donc, sur le fond, il n'y a pas eu une énorme différence. Et d'ailleurs, dans les deux cas, ça met un peu de pression, parce que quand il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire, c'est bien parce que tu es libre, mais c'est aussi responsabilisant et parfois un peu angoissant de se dire est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi et est-ce qu'on n'est pas en train de partir dans une vraiment mauvaise direction. Pour ça, Arte était plus présent, Kowloon était vraiment en mode c'est vous qui savez faire un jeu, c'est vous qui devez vous débrouiller. À tel point qu'on on a fait un premier proto, on leur a montré, ils ont dit c'est très bien mais c'est nul. Il va falloir recommencer et faire quelque chose de mieux. Donc en fait, il y a eu ce moment un peu couperet quand même, où ils nous ont dit non mais là ça fonctionne pas, on va vous redonner un peu de tout pour faire une nouvelle version, et on vous encourage à faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire ne vous fourvoyez pas, parce que dans le premier proto on avait du gameplay, de puzzle, où il fallait remettre des choses dans l'espace, etc. Un peu à la Unfinished Swan, ce genre de choses. Et Alexis nous a dit non mais en fait laissez tomber les gars, vous savez faire un truc, c'est raconter des histoires interactives. Focalisez vous vraiment là-dessus et ça se passera bien. Et en fait, on avait un peu voulu trop bien faire et essayer de leur proposer un vrai jeu vidéo avec du gameplay, de puzzle, etc. Et puis on s'était fourvoyé, quoi. Et c'était super de pouvoir à la fois avoir la liberté de se planter et en plus avoir l'énorme luxe, tu vois, parce que vraiment dans le paysage d'aujourd'hui, c'est vraiment très rare de pouvoir revoir sa copie et faire une deuxième version du prototype qui, elle, a été complètement validée. Ensuite, on est parti en production, on a pu faire le jeu tel qu'il était. Moi, je suis hyper reconnaissant à Kowloon et à Alexis de nous avoir laissé ces deux libertés-là qui, normalement, n'existent pas, quoi, surtout dans l'économie indé, où, en général, on est vachement sous pression, il y a des milestones, c'est hyper verrouillé. Et voilà, nous, on a eu de la chance d'avoir beaucoup plus de liberté, c'était vraiment super. Ok, super. Merci beaucoup. On va arriver vers la fin de l'interview. Est-ce que je peux te demander un jeu qui t'a marqué récemment et pourquoi? Ouais, il y en a eu pas mal en fait, parce que j'ai décidé Pendant un moment, j'avais plus le temps. Enfin, je disais que j'avais plus le temps de jouer, mais en fait, on trouve toujours le temps de jouer quand on pense que c'est vraiment important. Et donc là, j'ai récemment rejoué à pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé Citizen Sleeper. Parce qu'évidemment, il y a une dimension narrative que j'ai trouvé très chouette, mais qu'en même temps, il y a une toute petite mécanique de gameplay avec un tirage de dés tous les matins quand tu te réveilles et tu dois utiliser les actions que te permettent ces dés de manière intelligente. J'ai trouvé que c'était très malin et très bien mélangé entre les mécaniques de gameplay et ce que l'histoire racontait. J'ai eu une relation extrêmement conflictuelle avec Disco Elysium, que j'ai adoré détester et que j'ai détesté adorer. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout dans ce jeu, et en même temps l'expérience est extraordinaire, incroyable, et que j'y pense encore très régulièrement. Et d'ailleurs, sur notre prochain projet, en fait, c'est une des références qu'on cite le plus souvent. C'est vraiment très chouette. Et puis j'ai une Madeleine de Proust, c'est Civilisation 3, et j'ai longtemps essayé de me désintoxiquer. Malheureusement, ça revient très régulièrement, et après, je suis très fatigué parce que j'ai pas pu m'arrêter tant que la Russie ne régnait pas sur le reste du monde, quoi. Voilà. Donc c'est un peu les trois choses qui m'occupent pas mal
en ce moment. Mais j'essaie aussi de jouer à plein de choses, de picorer un peu à droite à gauche récemment. Slay the Princess, This Bed We Made. Il y a plein de jeux narratifs super intéressants. Donc j'essaie vraiment de me tenir au courant de pas mal de choses. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que peut-être tu veux nous parler de ton prochain projet avec The Pixel Hunt? Eh ben ouais, notre prochain projet c'est un RPG en mode road trip. Alors le road trip est très à la mode en ce moment, mais nous la petite spécificité c'est qu'on parle de résistance climatique. Et en fait, ce que je trouve, ce dont je suis très heureux, c'est que plus The Pixel Hunt avance, plus on fait des jeux qui sont vraiment intimes et personnels, non seulement à moi en tant que porteur de projet, mais même aux gens avec qui je travaille. Et donc là, on avait vraiment envie d'attaquer un peu frontalement la question du changement climatique et du péril environnemental. Et je pense que on propose une histoire qui du coup est encore une fois un peu intéressante et encore une fois pas très explorée dans le jeu vidéo. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'arriver à vendre cette merde, parce que ça va être extrêmement compliqué. On est un peu radicaux dans l'approche qu'on a. Et voilà, là, je sais, on est en train de faire un prototype qu'on a réussi à financer grâce à de la trésor du Pixel Hunt, grâce à Media, qui est un fonds européen, et grâce au fonds d'aide aux jeux vidéo, en pré-production. Donc on a de quoi faire un proto, et après, il va falloir que je prenne mon bâton de pèlerin et que j'aille voir tous les publishers, les fonds d'investissement, etc., en les convainquant que non, c'est pas juste un délire de faire un jeu là-dessus, mais que ça peut intéresser, que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver, et que ça peut peut-être même aider certaines personnes à faire face à des angoisses climatiques et à ce genre de choses. Je pense que ça va être très compliqué. Et donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'on peut nous souhaiter, c'est, je sais pas, beaucoup de courage et un peu de chance, probablement. Bah, bon courage en tout cas, et merci beaucoup pour cette super interview. Eh ben, merci à vous. Bon, ma question, c'était, il y a un an, tu as publié un post vachement intéressant Ouais. sur Internet. Mm. Est-ce que tu peux juste résumer ce que ça disait et où est-ce que tu en es aujourd'hui de cette réflexion-là? Il y a un an, j'ai publié un post qui s'appelait, en fait, Pourquoi on se fait chier à faire des jeux et qui parlait du relatif échec commercial qu'était The Rec. Parce que on a essayé quand même de faire bien les choses avec The Rec. On a suivi les guidelines marketing, on a farmé de la wishlist, on a participé à plein d'événements. On était quand même relativement confiant sur le fait qu'on puisse intéresser une masse critique de joueuses et de joueurs. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Le lancement a été très compliqué. On n'a vraiment pas beaucoup vendu. Et donc, au bout d'un mois, il était clair que, encore une fois, le succès commercial serait pas nécessairement au rendez-vous. Et donc, j'ai écrit un post pour raconter ça un peu. Pour raconter comment, malgré le fait d'avoir, je sais plus combien on avait de wishlist, mais quand même un montant assez conséquent, d'avoir pas mal de signaux au vert, de nominations, d'articles dans la presse, etc. Ça suffisait pas, quand on faisait des jeux comme ceux qu'on peut faire à The Pixel Hunt, ça suffisait pas à être sûr qu'on allait réussir à rentabiliser les différents investissements. Et donc, il y avait une première partie de ce post qui était peut-être un peu déprimante, en faisant ce constat, quoi, de dire que c'était chaud et que je faisais pas mon Calimero parce que je nous estime hyper chanceux et privilégiés, mais que malgré tout, la question de est-ce que The Pixel Hunt allait continuer à pouvoir exister se posait, quoi. Et puis la deuxième partie, et j'espère que ce que les gens ont retenu, c'est surtout cette partie-là, parce que moi c'était ça qui était important pour moi, c'était de dire, mais en fait, c'est quoi la démarche, quoi? Quel est le but quelle est la chose qui habite les créatrices et créateurs de jeux vidéo quand ils font des jeux et pourquoi ils le font? Et moi, ma flamme, elle a jamais été autour de devenir riche en faisant des jeux vidéo, parce que si c'était le cas, bah, je m'y prends vraiment mal, quoi. Et donc, c'était plutôt parler de choses qui me semblent, qui m'obsèdent un peu au quotidien, et qui me semblent valoir le coup d'être partagées, et qui peut-être peuvent connecter avec d'autres personnes et les soulager d'un poids qu'ils ont sur les épaules sans même le savoir. C'était juste explorer un petit peu les confins de l'expérience humaine. C'était proposer des jeux qui, à mon sens, n'existent pas ou pas beaucoup dans l'énorme champ qu'est le jeu vidéo, et pousser un petit peu plus loin le jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo et qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu vidéo?
toutes ces choses-là, ça a une grande valeur. Et le simple fait qu'on ait pu sortir The Wreck, ça nous a permis de faire ces choses-là. Et les quelques messages, enfin les quelques, on a reçu beaucoup de messages de joueuses et de joueurs qui nous disaient que l'expérience de The Wreck, ça leur avait fait réévaluer des relations familiales qu'ils pouvaient avoir, ça les avait énormément émus, ça les avait fait revoir leur position. En fait, tout ça, c'est des métriques de succès qu'on n'a jamais tendance à considérer, parce que c'est pas des métriques faciles en disant X téléchargements, X unités vendues, X millions d'euros. Mais à un moment, en tant que créatrice et créateur, il faut savoir ce qui est important pour nous. Et bon, bah voilà, pour moi, ça, c'était beaucoup, beaucoup plus important que la réussite commerciale. Le seul truc qui me préoccupe, c'est de pouvoir continuer à faire ça. Et donc, pour continuer à faire ça, il ne faut pas faire faillite. Et donc, c'est ça la ligne fine sur laquelle on marche aujourd'hui. Mais je préfère faire faillite en ayant essayé de faire ça que réussir commercialement et puis ne pas trouver ça dans les jeux qu'on produit. Et c'est quelque chose d'hyper personnel. C'est-à-dire, moi, je suis pas du tout donneur de leçons, et les gens qui veulent faire du business avec le jeu vidéo, mais très bien, si c'est leur motivation dans la vie, ça va, c'est super. Ou les gens qui veulent juste faire un pur jeu parce qu'ils adorent tel type de gameplay, qui veulent le pousser encore plus loin, parce qu'ils ont repéré que si ça marchait comme ça, ce serait encore mieux. Très bien aussi. Moi, personnellement, ce que je cherche dans ma démarche, c'est ça. C'est me connecter avec d'autres êtres vivants. Et je pense que c'est important à un moment de revendiquer le succès quand il n'est pas évident selon les métriques qui sont habituellement utilisées pour parler du succès d'un jeu vidéo.